Rossignolet du bois, rossignolet sauvage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler, apprends-moi la manière, comment il faut t'aimer, comment il faut t'aimer. Bonjour Irène, merci à toi d'avoir accepté cet entretien. Nous allons aujourd'hui parler de ton parcours, de ta carrière, des sujets auxquels tu t'es intéressée. Pourrais-tu nous dire comment tu en es venue à t'intéresser aux conceptions du langage au Moyen Âge? Quels sont les auteurs qui t'ont intéressée et pour quelles raisons? Merci. En fait, j'ai fait une double licence, à la fois à Charles V avec Antoine Culioli et à la Sorbonne. Et donc, je me suis tout de suite intéressée aux présupposés philosophiques qu'il y avait derrière les conflits à l'époque entre la grammaire générative chomskienne et puis le structuralisme, pour aller vite. Et donc, je me suis toujours intéressée à la dimension philosophique des théories linguistiques. Et j'ai commencé avec Jean-Claude Chevalier à travailler sur Port-Royal, la grammaire générale. Tout le monde travaillait un petit peu sur ces questions à l'époque, après la linguistique cartésienne, après les travaux de Foucault et autres. Et donc, voilà, j'ai commencé, j'ai fait mon DEA sur ces questions. Et puis après, en lisant Short History of Linguistics de Robbins, j'ai vu qu'il y avait tout un pan autre que la grammaire de cette époque, 17e, 18e, qui était intéressante, qui était le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge où il y avait des grammaires philosophiques avec ces auteurs qu'on appelait les modistes, les auteurs des traités sur les modes de signifier. Et j'ai trouvé ça passionnant, et comme j'aime bien, je suis une voyageuse, j'aime bien les chemins un petit peu détournés et moins courus, et je me suis mis là-dedans. Et j'ai eu la chance d'avoir une bourse de thèse par Antoine Culioli, qui m'a la première du département. J'étais assez fière. Et il m'a donné ce sujet, il m'a laissé voguer absolument toute seule pendant 3 ans. Et donc j'ai commencé sur le Moyen-Âge, et il a fallu que je me forme à l'époque parce que je n'avais pas fait des lettres classiques, j'avais pas fait de la paléographie, je connaissais pas l'allemand, j'avais pas fait de la philosophie, et il a fallu que j'apprenne à faire de la théologie, de la philosophie, à lire les manuscrits, et je suis rentrée là-dedans. Et donc je suis rentrée en commençant par ces grammaires universitaires du XIIIe siècle que sont les traités sur les modes de signifier. Et ensuite, on le verra peut-être après, j'ai travaillé sur d'autres auteurs qui étaient en opposition avec ce courant qui était quasiment le seul connu avec Abélard, dont on parlera aussi après. Est-ce que tu peux nous dire comment s'organise la réflexion linguistique au Moyen Âge, les relations de la grammaire avec la philosophie, la logique, la théologie, le droit? Et quels sont en gros les grands courants de la réflexion linguistique au Moyen Âge? Alors, ce qui est passionnant dans le Moyen-Âge, et je m'en rends encore compte aujourd'hui, c'est que tout coïncide. C'est-à-dire que les savants eux-mêmes, ils sont à la fois, ils commencent par la grammaire, la logique, la rhétorique, ils font de la théologie, ils sont des prédicateurs, ils sont des prêtres, c'est des clercs, etc. Donc tout coïncide. Et donc, effectivement, ça a été une formation pour moi, mais ça a été absolument passionnant de voir à quel point on ne pouvait pas rester dans la grammaire. C'est-à-dire que moi, linguiste de formation, j'avais commencé évidemment par étudier les grammaires. Et après, je me suis aperçue qu'il fallait aller ailleurs. Ce qui est formidable dans les théories des modes de signifier, c'est justement qu'ils ne s'interrogent pas seulement sur la complétude des phrases, la manière dont elles sont correctes, avec un système formel qui effectivement méritait d'être rapproché des grammaires chomskiennes, ça a été fait, mais qu'il y avait des présupposés. Il fallait s'interroger à la signification, à la psychologie, à la manière dont les concepts étaient formés, à la manière dont les mots avaient rapport aux choses. Et donc, d'emblée, il fallait rentrer dans cette dimension à la fois psychologique et métaphysique, en plus que la dimension strictement linguistique. Ensuite, la logique était liée à la grammaire était liée à la logique, puisque c'était les deux disciplines du langage, la rhétorique un petit peu moins. Et donc, il a fallu rentrer là-dedans. Mais surtout, je me suis aperçue, grâce à un auteur que j'ai beaucoup étudié, qui s'appelle Roger Bacon, qui est devenu franciscain après, sur lequel d'ailleurs nous venons enfin de déposer
la traduction de son maître ouvrage, le traité sur les signes, qui est un traité absolument fantastique et qui mérite de rentrer dans les histoires de la sémiotique. J'espère qu'il le fera. On vient de déposer chez Vrin un gros travail réalisé avec Alain de Libera, Laurent de Chézali et Frédéric Goubier. Donc grâce à Roger Bacon, dont j'ai étudié d'abord les grammaires, sa grammaire était en opposition avec la grammaire modiste. Parce que autant les modistes cherchaient à faire un système formel de règles, si les règles ne sont pas bien appliquées, l'énoncé est incorrect, etc. Roger Bacon, au contraire, il avait cette notion absolument étonnante d'intention de signifier. C'est-à-dire qu'il disait on peut très bien dévier des règles communes si l'intention de signifier le mérite, et à ce moment-là, elle peut être décodée. Et c'est vrai que ayant été formé par Cuglioli, c'était quelque chose qui m'a parlé immédiatement. Or, Roger Bacon s'est intéressé à cette intention signifiée, au pouvoir du langage, pas seulement dans la grammaire, pas seulement dans la logique, mais il a été chercher aussi les théories de la rhétorique arabe en particulier, de la musique. Il a été chercher des théories magiques, donc j'ai dû rentrer dans le domaine de la magie. Pour lui, le pouvoir du mot était lié aussi aux constellations, aux planètes, à la manière dont le monde était fait, au moment où on intervenait. Et tout d'un coup, il m'a fait sortir de la grammaire, vraiment. Et il se trouve que j'ai eu la chance, grâce à mon ami Serge Lusignan, de pouvoir aller étudier et enseigner à Montréal. Et là, c'était un centre d'études dominicaines, ex-dominicains, disons. Et j'en ai parlé à mes amis là-bas. Et ils m'ont dit, mais si tu t'intéresses à la question du langage dans la dimension intention de signifier, avec tout ce contexte, le langage en contexte, en fait, dans sa dimension intersubjective, il faut que tu regardes une seule chose, les formules sacramentelles. Et là, je suis rentrée dans ce domaine en 6 mois, et ça a été vraiment incroyable, parce que effectivement, les théologiens, pour les formules sacramentelles, avait une théorie absolument incroyable, je pourrais dire une théorie énonciative, puisqu'après tout, je suis culiolienne et je le reste, c'est-à-dire une théorie qui prenait en compte tous les paramètres de l'acte de langage, c'est-à-dire le locuteur, l'énonciateur, le contexte, le rituel, avec tous les vices qui pouvaient se produire et qui invalidaient l'efficacité du sacrement, avec cette formule qui, évidemment, quand on avait lu Austin, est extraordinaire, id efficit quod figurat. Le signe sacramentel est un signe qui fait ce qu'il signifie. Donc ça, c'était formidable. Et grâce à ça, Alain de Libera m'a fait rentrer à l'école pratique des hautes études en sciences religieuses. Et j'ai passé 10 ans à étudier ça, ce qui était long parce que je n'avais pas du tout de formation théologique. Et c'est là que je suis partie dans différentes dimensions. Donc les théories magiques, je suis partie aussi du côté du droit, puisqu'en fait, toutes ces questions d'intention, par exemple, l'intention du prêtre, est-ce que l'intention compte autant que les paroles qui sont dites ? Évidemment, ça m'a emmenée dans les théories du mensonge, dans les théories du serment, etc., qui étaient des théories prises par les juristes. Donc en fait, je me suis assez facilement laissé guider par Roger Bacon pour sortir de la grammaire. Et donc, je me suis aperçue que tout coïncide. Et tout coïncide parce qu'au Moyen-Âge, c'est une société de langage. De langage parce qu'évidemment, il y a des rituels de parole, on en parlera aussi, mais aussi de langage parce que le savoir est basé sur le commentaire. Donc, on lit, on étudie et on produit des textes qui sont des commentaires. Or, en lisant des commentaires qui sont en latin, donc dans une langue étrangère, on est immédiatement face à une opacité du langage. Je dis toujours que la querelle des universaux, elle a commencé quand on a lu ces textes et quand on a lu, par exemple, les catégories d'Aristote où on lisait « blanc est une couleur », on se dit « mais c'est quoi blanc ?» C'est le nom blanc, le mot blanc, la chose blanche, le concept blanc. Et ils ont commencé à voir si c'était le nom, la chose, et on est parti dans cette querelle sur le nominalisme. Donc il y a quelque chose de profondément linguistique. Et évidemment, il y a la prédication, il y a les serments de vassalité. Enfin, c'est une société de langage plus qu'une société qui est fondée sur l'étude des choses en réalité. Donc voilà, c'est peut-être ce que je peux répondre. L'histoire de la pensée médiévale est-elle une discipline récente ? Est-ce qu'elle a beaucoup changé dans ses intérêts ? En quoi son apport peut-il modifier les études sur les théories postérieures ?
On pense notamment au travail d'édition qui a considérablement modifié le panorama médiéval. Alors, ce n'est pas une discipline tout à fait récente. Alain de Libera et Catherine Koenig-Pralon en particulier ont bien étudié le renouveau de l'intérêt pour le Moyen-Âge à l'époque de Victor Cousin au XIXe siècle, en montrant que, en fait, la pensée médiévale avait été considérée comme une pensée essentiellement théologique. Il y a vraiment un voile qui a été jeté à la Renaissance. Et donc, en gros, par exemple, Abélard, dans l'encyclopédie, on parlait de son histoire avec Héloïse, évidemment, mais pas du tout de lui comme un grand penseur. Donc, il y a eu un renouveau pour différentes raisons. Et puis, si on va à l'époque actuelle, donc il y a eu effectivement un intérêt pour la logique en lien avec le renouveau des études sur la philosophie du langage ordinaire et avec la grammaire, comme je l'ai dit, pour la grammaire générative et ses théories sur les modes de signifier. Ce qui est formidable, c'est que on le savait, c'est que le travail d'édition, en effet, a considérablement changé et change encore aujourd'hui complètement. C'est vraiment une période pour laquelle on a finalement qu'un petit nombre de textes étudiés, où on a surtout étudié les grands auteurs. Si vous parlez du Moyen-Âge, les gens vont vous citer en histoire de la philosophie Thomas d'Aquin, au mieux, dans Scott, peut-être un ou deux auteurs, Abélard. Mais on ne connaît pas tout ce qui a été mis à jour par notre travail récent. Quand je dis notre, c'est vraiment grâce au travail formidable de l'école de Copenhague et de l'école de Nimègue. Moi, quand j'étais jeune, j'étais d'abord à Copenhague, puis à Nimègue. Enfin, je me suis formée à l'aide de au contact de ces grands chercheurs, qui étaient d'ailleurs très généreux et très coopératifs, et qui étaient des classicistes souvent, et qui transcrivaient des textes. Et moi, je me souviens à Copenhague, on m'a donné accès à toutes ces transcriptions. Les transcriptions étaient faites pour être partagées. Et le travail d'édition a énormément apporté. Moi, quand j'ai commencé à travailler autour de Roger Bacon, j'avais écrit Roger Bacon contre les modistes, puis je me suis aperçue qu'autour de Roger Bacon, il y avait tout un courant pragmatique. Et ce qui est formidable, et qui ne rentre pas tout à fait dans les modèles épistémologiques faits par les collègues qui travaillent sur l'ère du livre, c'est que c'était des anonymes. Alain de Libéral a écrit la philosophie au Moyen-Âge est en grande partie une philosophie des anonymes. On a travaillé sur cette littérature des sophismata, des sophismes. Ce sont des questions, c'était des questions qui étaient au programme. C'est la crème qui travaillait sur c'était obligatoire pour les étudiants de participer à ces disputes. Et ces disputes étaient souvent anonymes, transcrites anonymement. Le maître l'a déterminé, parfois il gardait son nom. Et toute cette littérature sophismatique, on a édité avec Anne Grondeux des sophismes de ce genre. C'était une littérature dans laquelle il y avait une littérature extrêmement riche. Donc moi, j'ai travaillé sur ces sophismes du XIIIe siècle et je me suis aperçue que peut-être que le courant modiste qu'on considérait comme le courant majoritaire n'était pas si majoritaire et que ce courant que j'avais vu, que j'avais en fait trouvé chez Roger Bacon, était peut-être lui le courant majoritaire. Et c'était un courant qui était intéressant, comme je l'ai dit, par sa prise en compte de l'intersubjectivité, de l'intention de signifier, et par une théorie qu'on peut appeler une théorie des actes de langage, vraiment une théorie de la performativité qui était là. Et en fait, j'ai trouvé plein d'autres textes au départ. À l'heure actuelle, pour donner un autre exemple, les études sur Abélard sont en pleine révolution. On n'écrira plus sur Abélard, ça fait déjà une dizaine d'années, une vingtaine d'années. On n'écrit plus sur Abélard comme on écrivait il y a à l'époque de Jean Jolivet, qui était mon autre maître avec Antoine Culioli et Jean-Claude Chevalier. Abélard étant tout, évidemment, c'est le début des écoles parisiennes. Abélard, c'est important. Il y a un renouveau des écoles. C'est une personnalité pour la logique, en fait, qui est vraiment extraordinaire. Mais on s'aperçoit, et on le voit quand il lit, qu'il était absolument en discussion avec tout un tas d'auteurs qui, pour une raison assez simple, n'ont pas été pris en compte par l'historiographie. D'abord, on n'avait pas leurs textes, mais surtout, c'était aussi des anonymes. Et nous, ce qu'on a montré avec Anne Grondeux dans un gros livre qui aussi, là, nous a pris une dizaine d'années, c'est que le maître d'Abélard, Guillaume de Champeaux, a eu un rôle fondamental. Et il est toujours en discussion avec lui. Et là, il y avait encore un colloque récent la semaine dernière. Les jeunes chercheurs, et c'est formidable, travaillent sur tous ces textes autour d'Abélard. Ils prennent une question et ils travaillent autour de ces textes.
Et je veux absolument mentionner ici le travail extraordinaire de mon ami japonais Yukio Iwakuma, qui a passé sa vie à transcrire tous ces textes. Tous ces textes anonymes, il les a transcrits. La difficulté par rapport à l'ère du livre, elle est monstrueuse. On a des textes évolutifs, on a des textes d'école en fait. Les auteurs, ils commentent, ils se corrigent, on ne sait pas qui est. On a beaucoup réfléchi sur ces attributions. Il est très difficile de dire ce texte est de, parce qu'on a des traces. Pourquoi ? Parce que le maître fait cours, ça peut être un étudiant qui transcrit, puis lui, il ajoute son propre commentaire. On a des commentaires avec des passages qui sont supprimés, et puis il les rajoute. C'est des textes d'école. Donc nous, on l'a écrit avec Anne, mais d'autres collègues qui travaillent sur la logique l'ont écrit. On a ces textes qu'on doit prendre ensemble. On doit prendre tous les textes, et Abélard, il est au milieu. Et donc, ça éclaire, y compris des arguments qu'on n'avait pas compris chez Abélard de façon assez extraordinaire. Donc là, c'est en pleine révolution. Je pense qu'il sortira un Abélard qui n'est pas diminué par rapport à... parce que c'est vraiment un auteur extraordinaire, mais qui est entouré. Une des choses, et ça j'en suis assez fière de ce travail qu'on a fait avec Anne Grondeux, c'est que ça montre que la grammaire a eu un rôle. C'est-à-dire, c'est pas juste la logique, c'était la logique. La grammaire était toujours le parent un peu, bon d'accord, on fait un peu de la grammaire, mais après on fait de la logique et ça devient bien. Eh ben non, c'est pas comme ça. C'est grammaire et logique. Et ça a fait ce que moi j'ai appelé dans un travail que j'ai présenté en anglais, The Linguistic Turn of Medieval Logic, c'est-à-dire que si la logique a cette partie, la logique médiévale a cette partie sémantique qui est tellement importante, une partie sémantique qui c'est avec la théorie des propriétés des termes, une théorie de la référence qui est vraiment la grande nouveauté par rapport à Aristote. Toute cette sémantique médiévale, elle doit énormément aux interactions entre grammaire et logique, qui, quand on y réfléchit, étaient déjà, d'une certaine façon, concevables quand on regarde Priscien et Boès. C'est-à-dire, à la fin de l'Antiquité, on avait deux auteurs, on avait Priscien et Boès, quand à un moment donné, qui étaient eux-mêmes héritiers du néoplatonisme, enfin de tout l'héritage grec, et quand à un moment donné, parce qu'ils ont été enseignés ensemble dans les mêmes écoles, et notamment par notre Guillaume de Champeau, se sont retrouvés, eh bien ça a fait ces interactions formidables, et le Moyen-Âge en a été durablement marqué. Et donc la grammaire ne doit pas être le parent pauvre, elle a toujours interagi, et elle est importante dans comme on l'a montré, les innovations majeures qui sont restées dans l'histoire de la logique, la théorie de la référence, la théorie de la prédication, la théorie de la paronymie, enfin je pourrais en citer, toutes ces innovations, elles sont nées des interactions entre Priscien et Boès, lues dans les écoles par des maîtres qui les connaissaient. Et chez Abélard, on le voit bien. Alors ce qui est intéressant chez Abélard, c'est qu'il a dit eh bien, moi, je prends le point de vue du dialecticien. Mais il connaissait, il discutait avec Guillaume de Champeau, qui avait été son maître. Et donc, il y a eu des enjeux philosophiques qui sont gravés là-dessus. Mais c'est ça que je trouve vraiment important. Le renouvellement à l'heure actuelle, il continue grâce aux éditions de textes, qui sont extrêmement difficiles, extrêmement prenantes. Et je crois qu'il faut vraiment faire une épistémologie des sciences du langage qui ne s'appuie pas que sur les textes édités, parce que l'ère du livre, dont on sort un petit peu d'ailleurs en ce moment, c'est 4 siècles en fait dans l'histoire de l'humanité, c'est très peu, d'autres le savent aussi bien que moi, mais toute la manière dont le savoir se transmet, la manière dont il se développe, la manière dont les idées sont produites, elle est extrêmement tributaire évidemment des véhicules. Ça a l'air d'être un truisme, mais pour le Moyen-Âge, on s'en aperçoit à chaque instant. Et donc, en quoi son apport peut-il modifier les études sur les théories postérieures ? Oui, alors les collègues qui travaillent en philosophie médiévale travaillent beaucoup sur ce tournant Moyen-Âge-Renaissance pour voir ce qui est passé, ce qui n'est pas passé. Est-ce que cette rupture auto-affirmée est importante comme elle l'est ? Je voulais prendre un exemple que j'ai étudié et que j'ai étudié entre autres avec Martine Pécharmant. C'est l'exemple de Port-Royal. En réalité, Port-Royal a été énormément travaillé, a été travaillé par Jean-Claude Chevalier, Simone de Salle, par Foucault, évidemment, etc. Et encore dans une édition récente, on a donné comme source à Port-Royal Montaigne. Bon. Personne n'avait jamais été voir les sources médiévales de Port-Royal. Or, quand on regarde la 5e édition, celle qui contient toutes les innovations majeures,
sur les idées accessoires, sur la formule eucharistique, etc., sur les propositions incidentes et tout ce qu'on veut, eh bien, toutes ces innovations sont dues à des questions, sont motivées par des questions théologiques, par l'opposition aux théories défendues par les protestants. Et c'est quand même assez extraordinaire parce qu'il suffisait d'aller voir La perpétuité de la foi, écrite par Antoine Arnauld, pour voir que le débat est vraiment sur ces questions théologiques et que lui, il donne l'arrière-plan médiéval qui en réalité a été caché par Port-Royal. Ils le masquent, ils le disent d'ailleurs. Ils disent, bon, il ne faut pas que ça ait l'air comme ça. En réalité, ils connaissaient. Or, c'est quand même assez extraordinaire parce que là, on s'aperçoit, et c'est un bel exemple, premièrement, qu'on ne peut pas séparer la logique et la théologie, puisqu'en fait, cette logique théologique, moi, je l'avais trouvée en étudiant les théories sur les formules sacramentales et en particulier la formule eucharistique. Mais surtout, ce dont je me suis aperçue, c'est que c'était parfaitement connu avec un fil continu du Moyen-Âge à Port-Royal. Il suffit de regarder les commentaires théologiques sur les sentences, où on discutait ces questions-là, dans le livre 4 des sentences de Pierre Lombard. Quand on regarde les éditions de l'époque de Port-Royal, elles sont commentées, les éditions par exemple de Noscott, elles sont accompagnées d'un commentaire du XVIIe siècle, et ils font une histoire en continu. Or, c'est quoi la théorie ? Ceci est mon corps, ça pose la question du déictique, ça pose la question de la référence, ça pose la question... Et on s'aperçoit, en se faisant, qu'on peut renouveler aussi les études sur Port-Royal, parce ce qui a changé, justement, et moi, ça m'a frappé, parce que j'avais commencé par Port-Royal, et après, je suis partie dans le Moyen-Âge. Ce qui m'a frappé comme différence par rapport à Port-Royal, c'est que... il n'y a pas de théorie de la performativité. On est passé à une logique des idées. Il n'y a pas de théorie de la performativité parce que ce qu'ils étudient, c'est ce que veut dire « ceci est mon corps » dans, je dirais, la bouche du Christ, c'est-à-dire tel que c'est dans les évangiles. Alors que pour le Moyen-Âge, la question, c'est vraiment une question de la performativité, c'est ce que veut dire la formule quand elle est prononcée par le prêtre. Qu'est-ce qui fait le prêtre ? En quoi sa contribution est efficace, étant donné qu'évidemment, ceci est mon corps, c'est le corps du Christ. Mais lui, il fait quelque chose, comme quand il dit « je te baptise », c'est quoi ce « je » ? Et ça, je trouve ça assez formidable. Et je crois que quand on prend les choses comme ça sur la durée, on change les choses. Et donc, ça va changer les théories, la manière dont on prend les théories postérieures. Et Alain de Libéral le dit souvent, il a fait ses cours au Collège de France et on a fait nos 3 leçons ensemble au Collège de France là-dessus, sur l'oubli du Moyen-Âge. C'est-à-dire que quelqu'un comme Foucault, il a sauté allègrement sur 1000 ans d'histoire, ce qui est quand même assez inouï quand on réfléchit. Il y a quelque chose qui doit changer et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont passées comme ça et qui vont changer. Et évidemment, pour Royal, c'est la grammaire générale, c'est autre. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont passées, elles ne sont pas forcément passées par la grammaire. Elles ne sont pas forcément passées par la logique, elles sont passées par la théologie, elles sont passées par le droit. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Est-ce que tu peux nous parler de la parole efficace ? Est-ce que ton intérêt pour cet aspect de la conception du langage a été influencé par les linguistiques des actes de parole de Searle ou de Austin ou par le travail de Benveniste sur l'énonciation ? Oui, alors ça a été donc, comme je disais tout à l'heure, un gros pan de mes recherches, grâce à mes collègues canadiens, si je puis dire. J'y suis rentrée grâce à Roger Bacon. Le corpus des formules sacramentelles a été un corpus absolument énorme. Franchement, j'étais pas tout à fait formée au départ pour ça. J'ai eu la chance de travailler avec des liturgistes, avec des spécialistes de théologie, etc. Il a fallu que je rentre dans tout ça pour en sortir ces conceptions de la performativité qui étaient vraiment là. Et qui était crucial, puisque, comme je le disais, id ficit quod figurat, le signe sacramentel est un signe qui fait ce qu'il signifie. Donc, c'est vraiment qu'en dire, c'est faire. Donc, moi, ça m'a intéressée, et il a fallu aller fouiller tous ces commentaires sur les sentences, et ceci a débouché sur un gros livre en 2004 qui a été bien reçu.
et qui a après donné lieu à un autre travail qui était que j'ai proposé à des collègues de voir si la grille qui était mise en place par les théologiens, donc par les théologiens même qui étaient ceux de l'époque où s'effectuaient ces rituels, pouvait être appliquée à d'autres domaines. Au domaine par exemple des incantations, aux autres domaines qui étaient en train d'être étudiés. Et il sortait à l'époque des études formidables, et on a été en interaction, et ça a donné le livre sur le pouvoir des mots au Moyen-Âge, qui était vraiment intéressant sur ce qui était étudié, sur les signes magiques. Je ne vais pas citer tout le monde, mais sur les signes magiques, sur les incantations, un travail formidable sur l'exorcisme, des travaux de juristes sur le serment. Et en réalité, cette grille de lecture qui était fournie par les théologiens eux-mêmes de l'époque s'est avérée extrêmement intéressante pour étudier tous ces autres actes de langage qu'on voyait dans la société médiévale. Alors évidemment, j'ai été marquée par toutes ces théories sur les actes de parole. D'abord, comme je le dis déjà, sur la dimension énonciative, Véniste Culioli m'a formée. Enfin, moi, j'ai étudié avec lui dès ma formation en anglais, enfin au départ, puis en linguistique. Donc cette dimension énonciative était extrêmement importante. Et puis ensuite, les théories austiniennes, Austin, Searle, etc., dans la mesure où ça donnait une grille. Enfin, certains collègues qui étaient spécialistes me disaient « mais on retrouve tout chez tes théologiens ». J'ai dit oui, pour une raison très simple, c'est que c'est des théories que j'appelle normatives, c'est-à-dire que ça marche sur les actes conventionnels. Et ça, c'est des actes conventionnels. Il y a une normativité de ces actes de langage. Et surtout, les théologiens, quand ils énoncent ces règles en disant voilà, si on prononce comme ça, c'est valide, si on prononce autrement, si le rituel n'est pas effectué. Enfin, il y avait des cas absolument drôles d'ailleurs. Il disait si quelqu'un s'interrompt au milieu d'une phrase pour aller, je ne sais pas, chercher un verre d'eau, il s'arrête et puis après baptise. Est-ce que ça marche? Donc il faut une prolatio continua, une prononciation continuée. Est-ce qu'un prêtre manchot peut associer avec un prêtre muet, l'un disant les paroles, l'autre immergeant l'enfant? Enfin, tous ces espèces de cas là qui étaient discutés, qui ont l'air amusants, mais qui en même temps permettaient de poser ces questions, tous ces cas étaient absolument présents dans ce corpus. Et donc, toutes les catégories austiniennes, par exemple la réception, l'uptake, est-ce que ça jouait? Est-ce que la distinction entre illocutoire et perlocutoire, on l'a travaillé à un colloque récent, avait un sens? C'est-à-dire que les formules sacramentelles devaient faire ce qu'elles devaient faire, c'est-à-dire que voilà, c'était des formules sacramentelles faites pour conférer la grâce et autres, mais est-ce qu'elles n'avaient pas des effets perlocutoires, qu'Austin appelait les effets perlocutoires, c'est-à-dire d'autres effets? Est-ce que par exemple, on prenait des amulettes, je ne sais pas, je me souviens un collègue qui avait étudié les psaumes et qui disait si on récite tel psaume avec les pieds dans l'eau, ça soigne le mal de tête, enfin tout un tas d'effets autres que ce qui était fait, donc ces effets qu'on aurait pu appeler perlocutoires. Donc cette distinction entre illocutoire et perlocutoire, je l'ai questionnée et je trouve qu'elle est extrêmement difficile et c'est des cas intéressants. Une autre dimension d'ailleurs des théories contemporaines, c'est Grice. Moi j'ai été passionnée, j'ai travaillé récemment sur Grice. J'avais travaillé sur Grice, mais j'ai travaillé récemment sur une littérature fantastique qui est la littérature des péchés de langue, c'est-à-dire sur lesquels avaient travaillé mes collègues italiennes, Carla Casagrande et Silvana Vecchio, Elles ont fait un travail formidable sur cette littérature des péchés de langue. On en invente au Moyen-Âge, au milieu du XIIIe siècle, le 8e péché capital, le péché de langue. Or, ces péchés de langue, on y retrouve quoi? Les maximes conversationnelles de Grice, le principe de coopération. C'est-à-dire qu'on a quasiment, chez certains, 48, 50 péchés de langue. Il n'y a pas juste le mensonge, il y a l'ironie, il y a la taciturnitas. Et avec ce principe qui régule tous ces échanges langagiers, qui est que le principe de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. C'est-à-dire un principe de modération, mais avec cette idée que j'ai trouvée formidablement politique, qui était que quand on fait une faute de langage, on fait une infraction évidemment contre Dieu, on est dans une société chrétienne, mais aussi contre le prochain. La calomnie, c'est pas seulement une faute contre Dieu, c'est aussi une faute contre le prochain, parce que ça met en
à l'époque des fake news, il n'y a pas besoin de faire de dessin, on voit ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est toute la société qui est mise en branle, c'est toute la société qui est attaquée quand on fait une faute de langage. Et je travaille là-dessus en ce moment, je trouve ça absolument fantastique. Il y a vraiment une leçon là. Alors là aussi, ça a l'air assez normatif quand on regarde. Moi, je me suis intéressée à ça à cause du blasphème, évidemment, à cause des événements récents. Et ces théories du blasphème, le blasphème, c'est le premier des péchés de langue. Alors évidemment, c'est une faute contre Dieu, mais c'est aussi une faute contre, on pourrait dire, en reprenant simplement la formule de Grice, le principe de coopération. Quand on travaille, quand on parle, on est censé coopérer dans un espace pacifié. Et vous vous rendez compte à quel point on n'en est plus là. Je trouve ça assez inouï en réalité. Et donc évidemment, ces théories contemporaines, il fallait les lire. J'ai jamais essayé d'appliquer, etc. Mais les ayant lus, ayant été formés, et vraiment, ces trois courants sont importants. Le courant Cuglioli, benveniste, même Guillaume, puisque en fait, avec Sylvain Roux, quand on est rentré au CNRS, on nous avait mis dans une équipe de guillaumiens avec André Joly. Donc, toutes ces théories, la Bailly, enfin les théories françaises, si je puis dire, les théories anglophones, enfin anglaises, Searle, Austin, etc. Et puis Grice aussi, qui est un courant un petit peu différent. Ça aide à lire un peu différemment toutes ces théories anciennes. Ça, je pense que c'est important et qu'il faut faire l'effort de traduction. Et il ne faut pas faire ce que certains collègues ont fait, trier dans les textes médiévaux ce qui peut ressembler aux théories contemporaines. Je crois que ça, c'est une méthode complètement fausse. Il faut au contraire, et c'est un peu, sans me donner un exemple, mais c'est un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire, j'ai pas été juste chercher ce qui m'intéressait. J'ai essayé de montrer le contexte que Alain de Libera appelle les CQR, les complexes de questions et réponses telles qu'elles se posaient. Et après, on essaye de traduire ou d'en tirer de parler aux autres qui ne parlent pas ce langage du Moyen-Âge. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon, moi, venant d'un linguistique, je serais restée dans la grammaire et je n'aurais pas vu tout ça. Et je n'aurais même pas compris ce courant grammatical, intentionnaliste que j'ai un peu contribué à faire sortir. Tu as beaucoup travaillé sur le langage des anges. Que nous dit ce thème de la pensée médiévale et que permet-il de travailler ? Oui, c'est un thème qui m'intéresse, qui m'a beaucoup intéressée. En fait, qui m'a intéressée grâce à Dante, je pourrais dire, dans le sens où Dante, dans son traité de l'éloquence en vulgaire, qu'on a traduit avec Anne Grondeux et Rodin, compare le langage des hommes au langage des animaux et au langage des anges. Et donc, j'ai été rechercher toutes ces théories sur lesquelles on prépare une anthologie avec mon ami Aurélien Robert. Le langage des anges, c'est vraiment une mine pour qui s'intéresse. Là aussi, c'était quelque chose d'un peu étonnant, mais c'est une mine pour qui s'intéresse aux théories linguistiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un domaine assez libre. Bizarrement, ça, évidemment, on pourrait dire que ça relève du contexte théologique. En réalité, les questions majoritaires qui sont abordées dans ces traités sur les anges, parce que l'ange, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes, un nuncius, un annonciateur, sauf que c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse au plus haut point, c'est le rapport, le langage, la locutio, le parler des anges entre eux. Ce qui n'est pas absolument une question ni scripturaire, ni dogmatique, ni rien. Et on a l'impression que du coup, c'est un des lieux où les théologiens se lâchent, si je puis parler comme ça. Ils vont chercher toutes les théories qu'ils peuvent pour étudier ce langage. Et on voit bien que ce n'est pas une question strictement théologique. Certains collègues, un collègue, Dominique Perler, a parlé d'expérience de pensée. Qu'est-ce que c'est que ce langage qui est parlé par des êtres qui connaissent tout? Ils sont omniscients au départ. Ils sont transparents, donc en principe, il y a la transparence des pensées, ils n'ont pas besoin de parler, qui sont nécessairement bien intentionnés, sauf les anges mauvais. Qu'est-ce que ça peut être que Pourquoi ils parlent, puisqu'ils savent tous la même chose, en gros. Et donc c'est passionnant parce que, et moi qui m'intéresse à l'intersubjectivité par nature, par formation en tout cas, évidemment, j'ai trouvé ça passionnant parce que là, c'est quelque chose qui va au-delà de la transmission d'informations. Il n'y a pas besoin de transmettre des informations puisqu'ils ont par naissance toutes ces spéciès innées. Donc, ça veut dire que l'essence du langage, elle est ailleurs.
Et donc c'est fantastique, ça fait bizarre évidemment quand on dit qu'on s'intéresse au langage des anges, c'est un peu comme le sexe des anges, ça a l'air d'être le comble de la scolastique. En réalité, c'est tout le contraire. Et surtout au XIIIe siècle, on voit que ces conceptions sur le langage, c'est une question standard, c'est la locutio angelica, on voit qu'ils ont lu absolument tout, la grammaire, la logique, le Péréarménéas. On s'interroge pour savoir si les anges peuvent mentir, si les anges peuvent parler à un ange et pas à un autre, puisqu'ils sont transparents. Et à chaque fois, et c'est passionnant, d'ailleurs, il y a certains auteurs qui le disent, ils disent on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est que le langage des anges, mais on sait ce que sont les anges par rapport aux hommes, et donc à partir de ce qu'est le langage des hommes, on peut en inférer ce que peut être le langage des anges. Donc en réalité, c'est un des lieux où les théologiens disent le plus ce qu'ils pensent du langage des hommes. Par exemple, une question que je trouve... évidemment, j'en ai parlé devant des psychanalystes qui ont absolument adoré toutes ces théories-là. Par exemple, la question du secret. Ils se disent, les anges sont des créatures supérieures aux hommes, les hommes ont le secret des consciences. Comment garantir à ces créatures transparentes la possibilité du secret ? Il y a des tas d'inventions là-dessus. Est-ce qu'ils parlent au moyen de signes ? Est-ce que c'est la volonté de communiquer qui est importante, puisqu'ils sont transparents? Est-ce que ça peut avoir une importance de vouloir communiquer, puisque parler à autrui, c'est vouloir parler à autrui. D'autres se posent la question de savoir si c'est important que l'autre accepte de recevoir la parole qui est dite, avec cette idée qu'en réalité, en plus, c'était difficile à concevoir, mais le langage, c'est la vision. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne parle pas. On dit il parle locutio loqui. En réalité, il s'ouvre. C'est-à-dire c'est comme s'ils se fermaient. Ils avaient la possibilité, grâce à leur liberté, de se fermer ou de s'ouvrir. Et donc parler, en réalité, c'est s'ouvrir à l'autre pour qu'il puisse regarder en lui-même. Donc vous voyez que avec ces théories du langage des anges, toutes les questions sont traitées, surtout au XIIIe siècle. C'est-à-dire, est-ce que les anges peuvent se tromper? Est-ce qu'ils peuvent se mentir? Est-ce qu'ils peuvent faire des erreurs? Est-ce qu'il y a un langage équivoque? Est-ce qu'il y a plusieurs langues pour les anges, etc. Donc on a un ensemble de questions qui sont vraiment fantastiques. Et ce dont on est en train de s'apercevoir avec mon ami Aurélien Robert, c'est que quand on arrive à la fin du XIIIe siècle, on s'intéresse beaucoup moins à ces questions de langage, qui moi évidemment m'avaient intéressée. C'est beaucoup plus une question de connaissance, c'est-à-dire quel est le type de connaissance, la connaissance du singulier, des questions philosophiques. L'intérêt pour le langage se réduit et l'intérêt pour les théories de la connaissance, la liaison du langage à la connaissance joue. Et c'est assez formidable parce qu'en réalité, le XIIIe siècle, c'est vraiment le grand siècle des théories linguistiques. Pour différentes raisons, il y a un bel article de Le Goff et Schmitt sur le XIIIe siècle, sur cette parole nouvelle du XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, pour moi, c'est vraiment le siècle où on s'est intéressé le plus au langage. Au XIIe, il y a des choses, au XIVe encore, mais le XIIIe. Il y a plusieurs raisons à ça, d'ailleurs. C'est pas absolument clair. Il y a des raisons que j'ai déjà données tout à l'heure. C'est quand même le siècle où s'instaurent, je dirais, les médiateurs. C'est-à-dire que, par exemple, en 1215, la pratique de la confession auriculaire, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un confesseur qui recueille la parole et qui peut donner l'absolution. C'est-à-dire tous ces intermédiaires, la prédication prend un rôle important, il y a le développement des universités, évidemment, il y a l'arrivée de tous les textes, la lecture, le commentaire, etc. Mais il y a une importance apportée au langage qui est absolument massive, et donc c'est pas très étonnant que les théologiens, à cette époque, c'est pas le cas au XIIe et c'est moins le cas au XIVe, s'intéressent à cette question qui peut paraître bizarre, de la locutio angelica, du langage des anges. Et évidemment, pour Dante, c'est quelque chose d'important. Et lui, d'ailleurs, contrairement à d'autres théologiens, aux théologiens qu'il a lus, il dit que les anges ne parlent pas. Les théologiens disent oui, c'est un langage qui n'est pas un langage parce qu'il n'est pas fait au moyen de signes, etc. Mais c'est un type de langage, de locutio, de parler. Et Dante conclut le contraire. Pourquoi ? Parce qu'il définit le parler comme quelque chose qui se fait au moyen de signes sensibles. Et donc au moyen de signes sensibles, eh bien, ce n'est pas le cas pour les anges, c'est des signes intelligibles. Une autre chose que je voulais rajouter, je n'ai pas encore parlé et c'est important, évidemment,
la grande différence entre, je dirais, le contexte théologique et puis le contexte artien de la faculté des arts, c'est Augustin. Les théories augustiniennes sont absolument essentielles comme théorie sémiotique, comme théorie du signe. La linguistique du signe, signum, et non pas le nota de Boès, la théorie du signe sont essentielles. Or, ces théories du signe, ces théories augustiniennes, parce que ça marque le langage, ça pose le langage dans sa dimension intersubjective. Le signe est ce qui s'offre à la connaissance et fait venir à autrui une autre connaissance. Donc c'est cette dimension intersubjective qu'on n'a pas dans le Père-Herménéas d'Aristote. Cette dimension intersubjective, elle est chez mon auteur, Roger Bacon, elle est dans mon courant intentionnaliste en grammaire, et elle est massivement dans ses théories sur le langage des anges, parce que c'est cette notion de signe, signum, qui est en jeu. Est-ce que ce sont des signes au moyen de... Alors, les auteurs ont d'ailleurs des réponses différentes. Est-ce qu'on a besoin d'un médium? Est-ce qu'on a besoin d'un signe étant donné que les signes ne sont pas des signes sensibles par définition. Et donc, cette sémiotique augustinienne, elle est massivement dans ces théories sur le langage des anges. Et cette part augustinienne des théories linguistiques est extrêmement importante. Donc on la trouve là en théologie. D'ailleurs, on la trouve aussi dans les théories sur le signe sacramentel dont j'ai parlé. C'est aussi cette notion du signe. C'est le signum qui fait ce qu'il signifie. C'est bien la notion augustinienne de signe. Et là aussi, d'ailleurs, les théologiens, ils confrontent le nota. Quand je dis le nota, il faut expliquer. C'est-à-dire que quand le début du Père-Herménéas, quand Aristote dit que les mots sont les signes des choses, Boès, il y a séméion et symbolon, et les deux termes sont aplatis par Boès, qui traduit par nota. C'est important, c'est-à-dire qu'il ramasse les choses. Il ramasse les deux, séméion et symbolon, par nota. Or, on a nota d'un côté et on a signum de l'autre. Signum, c'est le signum augustinien. Et ces deux conceptions différentes. D'ailleurs, parmi les textes qui influencent plus cette dimension, la prise en compte, disons, de cette dimension intersubjective, il y a les théories du mensonge, le De Mendacio, le Contra Mendacium d'Augustin. Et le mensonge, c'est vraiment dans l'intersubjectivité. On le retrouve d'ailleurs dans les théories sur les péchés de langue. C'est assez passionnant, parce que le mensonge, c'est dire quelque chose de faux avec une intention de tromper. Ou comme on ajoute au Moyen-Âge, au XIIIe siècle précisément, avec l'intention de dire le faux. Ce qui est passionnant, c'est vraiment quelque chose d'ajouté à la définition augustinienne. Donc toute cette dimension intentionnelle, intentionnaliste, elle vient massivement d'Augustin. Il faudrait nuancer, il y a des petites choses chez Aristote aussi, mais elle vient d'Augustin. Et donc moi j'avais fait un travail d'ailleurs sur Augustin et Aristote, et on voit que quand il y a, que la mise en regard d'Augustin et d'Aristote produit les théories, c'est-à-dire des théories plutôt aristotéliciennes qui vont vers quelque chose de plus formel, et des théories plutôt augustiniennes qui prennent en compte non pas les mots, les concepts, les choses, c'est-à-dire du point de vue un peu formel de cette triade aristotélicienne, mais du point de vue de l'intersubjectivité. Encore une fois, qu'on retrouve dans le langage des anges, qu'on retrouve dans le mensonge, qu'on retrouve dans toutes les théories sur les énoncés déviants et autres. Donc c'est aussi ça que ça permet de comprendre cette espèce de tension en fait entre Augustin et Aristote. Augustin qui n'est presque pas lu à la faculté des arts, mais qui est lu par les théologiens. Les théologiens, ils ont comme avantage d'être passés par la faculté des arts et d'avoir d'autres sources qui sont des sources théologiques en plus. Donc c'est pour ça que parfois il y a des choses absolument passionnantes. Et ça ne revient, Augustin ne revient pas tellement à la faculté des arts, sauf un autre Augustin, celui du De Trinitate au XIVe siècle avec les théories du langage mental. Mais ces théories du XIVe siècle, ce n'est pas des théories de l'intersubjectivité. Et évidemment, moi, comme culionienne, c'est ces théories de l'intersubjectivité qui m'avaient intéressée. Tu as collaboré à de nombreuses reprises avec des collègues italiens. Peux-tu nous expliquer en quoi le type de recherche menée en Italie, par exemple les recherches sémiologiques, s'accorde peut-être davantage avec les recherches des historiens de la pensée médiévale? Oui, j'ai été en Italie donc là, et je continue à y aller avec beaucoup de plaisir. En fait, ce que j'ai trouvé en Italie, ce qui n'est pas tout à fait trouvé en France, c'était une sorte d'association naturelle
peut-être grâce à leur formation, leur formation du lycée classique où les collègues avaient tous fait de la philosophie, des arts, des lettres classiques, tout ce qu'on veut. Entre trois pans, je dirais, qui contribuent à l'étude des théories linguistiques qui nous rassemblent. Les études des linguistes, tout le groupe romain en particulier, avec lequel notre équipe a eu toujours des liens étroits, le groupe de Tullio De Mauro, Lia Formigari et autres. Donc ça, c'était plutôt... Enfin, d'ailleurs, Lia était plutôt philosophe, mais c'était ce groupe où il y avait des linguistes, des gens qui sont occupés de l'histoire du structuralisme, etc. Donc il y avait des linguistes dans ce groupe. Il y avait le groupe des sémioticiens. Moi, j'ai beaucoup collaboré grâce à mon ami Costantino Marmo, qui a aussi fait sa thèse sur les modistes, et qui est un grand ami de toujours, avec donc son groupe, qui était le groupe d'Umberto Eco, qui était absolument fantastique. Umberto Eco, qui était médiéviste au départ aussi, et qui était une personne que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Costantino, qui est une personne extraordinaire. Donc le groupe des sémioticiens, d'histoire de la sémiotique, et puis le groupe des philosophes médiévistes. Et ces gens-là se connaissaient et travaillaient ensemble. Moi, je me souviens, très jeune, j'étais dans des colloques où il y avait tout le monde et il n'y avait pas de séparation. Alors qu'en France, il y avait une séparation entre les linguistes. Alors des gens comme Culioli, Chevalier, c'était des gens extrêmement cultivés. Mais on ne peut pas dire que les linguistes avaient une formation philosophique. Enfin, il y avait une division que je n'aimais pas. Et alors la sémiologie, même si on étudiait le structuralisme, on ne collaborait pas avec les sémiologues. À Paris 7 où j'étais, on n'allait pas voir Kristeva qui était la porte à côté. On n'avait pas les mêmes étudiants. Enfin, c'est assez incroyable cette division. En Italie, ça n'existait pas. Donc moi, je me suis trouvée très bien dans cette espèce de bain d'italien. J'ai beaucoup aimé être en Italie pour ça. Et puis après, évidemment, le travail sur Dante. C'est-à-dire quand je suis rentrée, Dante m'effrayait. Évidemment, n'étant pas italienne, pas tombée dans la marmite quand j'étais petite, comme tous les Italiens, j'étais très intimidée. Je connaissais le traité de l'éloquence en vulgaire, évidemment. Et Rudi Imbach m'a proposé de collaborer à la traduction allemande qu'il était en train de faire. On a fait la traduction ensemble et on y a travaillé. On a fait séminaire ensemble. Grâce à Rudi, qui est un grand dentologue formidable, j'ai pu rentrer dans le De Vulgari Eloquentia. Et je crois que j'ai contribué à ça, en fait, parce que je connaissais les théories linguistiques de l'époque. C'est-à-dire que les italianistes connaissaient énormément de choses. Ils connaissaient Dante, déjà sur le bout du doigt. Moi, je connaissais les théories linguistiques. Donc, je me suis dit, je le prends par ce bout. Je ne fais pas semblant de connaître ce que je ne connais pas, mais je le prends par ce bout. Et je dois dire que j'ai eu un accueil absolument formidable en Italie. Vraiment, j'ai travaillé avec le groupe de La Sapienza à Rome, de Giorgio Inglese et tout un tas d'amis, avec le groupe de Mirko Tavoni à Pise, d'Enrico Fenzi à Gênes. Enfin, j'ai eu un accueil extraordinaire. J'ai beaucoup travaillé. Et je suis très contente en fait d'avoir fait ça. Je trouve ça toujours très difficile. Là, je prépare un travail sur Dante encore, mais je trouve ça très difficile. Mais je pense que si on est, comment dire, enfin, on peut le faire, c'est-à-dire on peut le faire. Après tout, le traité sur l'éloquence en vulgaire, c'est un traité qui était écrit en latin, et donc c'était un traité qui avait des aspects scolastiques. Je l'ai beaucoup travaillé avec le comte Vivio, évidemment, qui lui est écrit en italien, mais c'est un italien qui qui invente une langue philosophique, comme l'a écrit Fioravanti dans son édition récente. On voit le latin derrière l'italien, c'est absolument extraordinaire. Et quand on regarde ces textes et qu'on voit les débats actuels, on reconnaît des choses qui peut-être n'avaient pas été dites. On savait qu'il y avait un rapport avec le langage des animaux, le langage des Dantes, le langage des anges, avec les théories politiques, avec les commentaires sur la jeunesse. Il y a tellement de choses dans le De Vulgari Eloquentia. Mais les arrière-plans et les questions, les CQR, les fameux complexes de questions et réponses, de voir comment les questions se posaient à l'époque, permet de voir la réponse originale qui a apporté Dante. Et ça, on a eu un dialogue absolument formidable avec les collègues italiens, très ouverts, plus qu'en France, je dirais. Enfin, les études sur Dante, c'est les études italiennes. Il y a évidemment des dentologues français. Et on a même une société dantesque en France, donc ça, c'est très bien. Mais c'est quand même en Italie que ça se passe.
Il y a une formation italienne aux questions linguistiques et philosophiques qui est quand même meilleure que ce qu'on a en France. La formation philosophique des linguistes, nous on a, enfin je critique personne, hein, mais je crois qu'elle manque. Et c'est un peu dommage, surtout pour nos études en histoire et surtout pour des périodes comme le Moyen-Âge où finalement on ne peut pas séparer les choses. Moi, petite linguiste, j'étais obligée de faire ça parce que sinon on ne comprenait pas, quoi. Et c'est un peu une obligation. Et en Italie, ils ont cette formation de base, donc ils le font assez spontanément. Donc c'est assez plaisant d'être en Italie. Est-ce que tu peux nous parler de la dimension ethnolinguistique de tes recherches et de ton intérêt pour une approche comparative? Alors, c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup, merci. Quand j'ai fait ce livre en 2004 sur les formules sacramentelles, Maurice Godelier est venu me voir et il m'a dit « Mais c'est extraordinaire ce que tu as trouvé parce que tu as des rituels de parole et tu as, par les acteurs mêmes, enfin, oui, on peut dire par les acteurs mêmes, enfin, par les personnes qui sont de la même époque, pas par les théoriciens modernes, tu as des théories sur la validité de ces rituels. » Et on a eu des discussions formidables avec Maurice Godelier sur, justement, sur cette proximité qu'il y avait entre des rituels de parole et des théories sur les rituels. Et donc on a travaillé ensemble, on a fait un petit groupe de travail dont je me souviens avec beaucoup d'émotion, où il y avait au départ Barbara Cassin, il y avait Christian Puech, il y avait Éric Porges, un psychanalyste qui avait écrit Lacan, un psychanalyste, et Maurice Godelier donc. Et on a discuté sur la fameuse triade, le réel, le symbolique et l'imaginaire. Maurice Godelier avait théorie anti-lacanienne à l'époque, enfin, ça a été des débats absolument fantastiques. Et donc on a travaillé sur cette notion d'efficacité symbolique qui s'est avérée pas tout à fait satisfaisante. Pour Maurice Godelier, c'était l'imaginaire qui était avant le symbolique. Enfin bon, il y avait tout un tas de débats. On a discuté aussi avec Alain Bourreau, j'ai oublié, qui était là aussi dans nos séances. Et donc on a beaucoup discuté ensemble. Et du coup, j'ai pu parler de toutes ces questions devant des anthropologues à plusieurs reprises, et ça a été très intéressant parce que ça permettait de faire ressortir ce qu'il y avait de spécifique au Moyen-Âge. Une des choses spécifiques au Moyen-Âge, c'est cette idée d'un Dieu qui sonde les cœurs. C'est quelque chose qui est quand même extrêmement étonnant en réalité, parce que d'accord, on peut imaginer un Dieu qui sonde les cœurs, mais les hommes, qu'est-ce qu'ils en savent de ce que Dieu sonde les cœurs? Et dans les théories du mensonge, par exemple, c'était ça qui était important, puisqu'on disait, est-ce que c'est ce qu'on dit qui compte, ou du serment? C'est-à-dire, est-ce que ce qui engage, qui est important, c'est ce qu'on dit, ou son intention profonde? Du côté augustinien, c'est l'intention, parce que Dieu voit l'intention, donc c'est ça qui est jugé. Mais du point de vue de la société, c'est quoi? Et c'est exactement cette question qui était en jeu, évidemment, au XIIIe siècle, dans les débats du XIIIe siècle. Et c'est ce genre de questions qui nous a vraiment fait voir que c'était absolument, voilà, que c'était spécifique à un univers de croyances donné. Ça a permis de comprendre l'univers de croyances qui avait pu donner naissance à de telles théories. Donc on en a parlé dans ce groupe de travail. On en a la dimension ethno-linguistique, si on peut dire. On a aussi travaillé de façon passionnante avec Jean-Noël Robert, qui est professeur au Collège de France, autour de son projet Hiéroglossie. Alors là, c'était un petit peu une autre dimension, c'est la notion clé de la pensée de Jean-Noël, qui était de confronter en fait les sociétés où on avait une langue liturgique ou une langue savante qui n'était pas la langue vernaculaire. Et donc là, on a fait aussi un travail là-dessus qui était intéressant. On y a travaillé aussi grâce aux collègues de Pondichéry, lors d'un travail qui a été mené à Paris et à Pondichéry il y a 2 ans. Et avec des approches, moi je suis absolument passionnée par les approches comparatives,
Là, c'était un petit peu de se dire, quand on a une langue religieuse, quand on a des textes, quand on a une religion qui se base sur la lecture de textes, quel type d'outils linguistiques sont forgés, y compris par les spécialistes des arts du langage, si on peut dire. Donc on a travaillé sur cette question. Et puis, comme je l'ai dit, déjà sur le Moyen-Âge, j'aurais peut-être dû commencer là-dessus, dans ce travail sur le pouvoir des mots, cette approche comparative et, on pourrait dire, ethnologique, elle a été menée puisque on a essayé de travailler, comme je l'ai dit, avec des spécialistes de magie, d'exorcisme, etc., de droit. Donc l'idée étant de voir là, pour une même société, de comparer les disciplines et les approches au sein d'une même société. Et ce travail va se poursuivre puisqu'on va travailler avec des collègues de l'école pratique qui sont ethno-linguistes, entre autres, peut-être en reprenant justement cette idée de dire, tiens, on a une période où des théoriciens, il se trouve que ça a été les théologiens, ont proposé des théories sur l'efficacité du langage, sur ces rituels, pour savoir comment ça marche. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à la société donnée? Est-ce que ça pourrait servir? Je crois qu'il y a des éléments, moi j'ai fait une grosse synthèse dans le volume sur le pouvoir des mots, un peu dans ce sens-là. Je crois que ça peut servir à penser ce qui se passe dans d'autres aires linguistiques. Ce que je ne sais pas du tout, c'est s'il y a d'autres aires ou d'autres traditions pour lesquelles on a eu en même temps des rituels de parole et des analyses des acteurs sur ces rituels de parole. Je ne sais pas, on les cherche, je suis ouverte et je serais très curieuse de le savoir mieux. Je pense qu'il y en a eu certaines. En tout cas, c'est un petit peu le genre de choses qui m'intéresse dans cette approche comparative. Je crois que c'est intéressant. C'est intéressant pour les théories linguistiques elles-mêmes et c'est intéressant pour les pratiques, évidemment. Et je crois que ça peut être éclairant. Et en tout cas, moi, j'ai une grande curiosité. Je me souviens de discussions en Inde, justement, il y a longtemps, sur par exemple, l'eau. Est-ce que le fait d'une eau qui est sacrée, est-ce que si on la transporte, elle garde son pouvoir? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette virtus? Est-ce que c'est une virtus intrinsèque au langage? Cette notion de virtus, on l'a beaucoup travaillé. Quel est ce pouvoir du langage? Est-ce que c'est un pouvoir intrinsèque au langage, un pouvoir complètement extérieur? Évidemment, on pense aux théories de Bourdieu. Il a beaucoup réfléchi. Pour lui, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être. Vous vous souvenez que Bourdieu critiquait Austin en disant qu'il donnait une sorte de valeur magique aux mots, comme s'ils allaient agir. Pour Bourdieu, en gros, dans ce que parler veut dire, c'était le pouvoir, il venait d'ailleurs. Il était le pouvoir du porte-parole, c'est-à-dire de celui qui était investi de la parole. À la limite, les paroles n'étaient pas valables. Enfin, ce genre de questions, c'est des questions absolument générales, absolument passionnantes. Et il n'avait pas tout à fait raison sur le pouvoir magique, d'ailleurs, puisque ce n'est pas comme ça qu'on les a étudiés, peu importe. Mais en tout cas, ces questions sur la virtus, c'est-à-dire est-ce que la virtus, elle est intrinsèque au langage? Est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Est-ce qu'elle vient du contexte? C'est des questions qui ont été approchées au Moyen-Âge. C'est-à-dire, on se disait, est-ce que si quelqu'un prononce une formule sacramentelle en dehors du contexte ou fait mal au rituel, est-ce qu'elle a quand même son pouvoir? Est-ce que si quelqu'un fait une faute de langage, est-ce qu'elle garde son pouvoir? Est-ce que si elle est faite pour jouer, on disait si l'enfant se met à dire ceci est mon corps en faisant exactement tout ce qu'il fallait faire, est-ce que ça serait valable? Alors là, non, parce qu'il n'a pas l'autorité, il n'a pas la... Enfin, tous ces paramètres sont des paramètres absolument formidables. On peut probablement en ajouter d'autres, mais ça donne une espèce de théorie totale qui, je crois, peut être intéressante. En tout cas, moi, je suis absolument passionnée d'aller la confronter avec d'autres aires. Récemment, on a eu une thèse, d'ailleurs, sur les Védas qui était passionnante, où il y avait des éléments comme ça qui rentraient et un peu différemment, et qui peuvent aider peut-être à questionner d'autres traditions. Et cette dimension ethno-linguistique m'intéresse beaucoup, en effet. Quels sont tes projets actuels dans tous ces domaines? Alors, les projets actuels dans ces domaines, donc je vais travailler l'année prochaine donc avec ces collègues ethnolinguistes dans un séminaire sur cette dimension ethnolinguistique des actes de parole.
Je prépare un livre sur Dante, sur le traité de l'éloquence en vulgaire et ses conceptions du langage. En fait, je voudrais faire ce que j'ai fait dans finalement beaucoup de livres, qui était de donner des textes. C'est-à-dire qu'avec Dante, on ne peut jamais savoir ce qu'il a lu, puisque c'est, voilà. Mais on peut savoir ce qui était lu à l'époque. Et donc moi, ce que je connais bien, ce sont les théories du Moyen-Âge. Et je pense que ça peut être intéressant de donner une espèce d'approche. Récemment encore, je parlais en Italie et on me disait, mais on dirait que Dante a lu ces traités sur les langages des anges, sur les langages des animaux, etc. Je dis, je ne sais pas s'il les a lus, mais tout le monde le savait. Enfin, tout le monde le savait, ça faisait partie du savoir commun. Donc moi, et comme dans le traité de l'éloquence en vulgaire, il y a tout, c'est-à-dire il y a les anges, les animaux, il y a les commentaires sur la Genèse, les commentaires sur Babel, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, il y a les traités politiques, etc. Je crois que sur tous ces domaines, on peut voir comment la pensée circulait. Et donc je voudrais faire un livre qui reprenne de façon synthétique, parce qu'il n'y a pas de livre synthétique en français du tout sur ce traité, qui est intéressant, et puis donner des textes en parallèle, comme je l'ai fait dans d'autres livres. Donner un corpus de textes, parce que souvent les étudiants me disent, mais c'est difficile d'accès le Moyen-Âge, on ne sait pas par où entrer. Bon, ben là, je donne une anthologie de textes, voilà, basée pas sur mes propres travaux seulement, bien sûr, mais il y a eu 2 éditions récentes extrêmement riches, et je crois que là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je voudrais aussi... Alors, on a un séminaire à l'école pratique des hautes études qui me passionne, avec mon ami Christophe Grélard et Corinne Neveleux, qui est juriste, sur... je retourne toujours un peu autour des mêmes choses, mais en élargissant un peu la perspective. Notre discussion, c'est sur les notions d'intention et d'acte. C'est-à-dire, Alors, moi, je prends du point de vue linguistique, mais les collègues le prennent d'un point de vue philosophique ou juridique. Est-ce que c'est l'intention qui compte ou est-ce que c'est l'acte qui compte? Et évidemment, j'en ai déjà parlé, pour les théories du serment, par exemple, de l'engagement, etc., c'est tout à fait lié. Moi, j'ai besoin de ce contexte. J'ai besoin de ce contexte. Donc ça, c'est les points sur lesquels je me concentre en ce moment et sur lesquels je voudrais travailler. Un des thèmes sur lesquels je voudrais continuer à travailler, c'est un peu la dimension politique des questions linguistiques que j'ai abordées avec d'autres. On a fait tout un travail avec des collègues italiens à l'École française de Rome qui a donné lieu à une grosse publication sur l'homme comme animal politique et parlant. Et encore une fois, c'était quelque chose qui était parti de Dante, d'ailleurs, puisque... Pour lui, il a une conception politique du langage, c'est-à-dire que si les hommes doivent avoir un langage commun, alors que les langues sont variables, diversifiées, se divisent, ce qui est la démonstration du traité de l'éloquence en vulgaire, la variabilité qui lui posait problème dans le banquet ne lui pose plus problème, elle est naturelle, elle est liée à la nature rationnelle et libre de l'homme, il a besoin d'exprimer ses pensées, il a des pensées en nombre infini, etc. Mais il faut que les hommes s'entendent autour d'un langage commun. Et il invente cette notion de vulgaire illustre qui est assez géniale. Autour de ça, on a fait un travail sur l'homme comme animal politique et parlant, avec des collègues médiévistes, littéraires, historiens, philosophes, etc., qui étaient passionnants. Et cette dimension politique des travaux sur les théories linguistiques m'intéresse beaucoup. Alors évidemment, je l'ai prise... en travaillant sur le blasphème, qui était une question contemporaine. On a travaillé en séminaire 3 ans, en invitant des juristes, des contemporanistes, en essayant aussi d'aller voir du côté d'autres civilisations, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait d'insulter la divinité? Est-ce que c'est quelque chose qui a des conséquences comme on les voit dans nos sociétés occidentales monothéistes en particulier? Là aussi, on a été étudier les textes scripturaires et autres. On a fait un travail vraiment très large pour arriver à cette idée du blasphème comme symptôme, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de politique dans le blasphème. Quand le blasphème, on l'a vu à l'époque médiévale, Corinne Neveleux dans son grand livre l'a fait, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand la question du blasphème se pose, c'est autre chose qui est en jeu. C'est la prise de pouvoir en réalité et l'affirmation d'un pouvoir à un moment donné. Et donc, ce n'est pas par hasard que ça se pose à un moment donné. Ce n'est pas qu'une question religieuse, c'est une question politique. Et donc, cette dimension politique, je voudrais continuer
à la travailler. Alors, on continue un petit peu à travailler sur le blasphème. Peut-être on arrivera à faire un livre autour de ça. Mais je crois qu'il y a tout un tas de dimensions. Et d'ailleurs, j'avais fini mes cours au Collège de France là-dessus, sur ce qu'on peut appeler l'éthique du langage. Je crois qu'à l'heure actuelle, nos études historiques, dans notre équipe, avec d'autres collègues, ça peut avoir des choses à dire sur cette éthique du langage. On est quand même à une période extrêmement perturbée de fake news, de mensonges, de diffamation, de calomnie, de cancel culture. On est obligé de prendre des termes anglais qui peut-être... on peut peut-être intervenir à ce titre en tant que... Comme je le disais dans cette littérature sur les péchés de langue, il y a une sorte d'éthique du langage et qui n'est pas juste des affirmations générales, mais qui peut s'appuyer sur l'étude des théories elles-mêmes, jusque dans les détails les plus compliqués de leur élaboration à un moment donné. Et peut-être le Moyen-Âge, alors ça fait un peu plaider pour sa paroisse, mais peut-être le Moyen-Âge est intéressant parce qu'on voit à quel point tout de l'élaboration d'une théorie linguistique jusqu'à sa dimension politique, religieuse, sociale, sociétale, etc., tout ça est tellement lié que c'est ce qu'on a envie de dire, c'est-à-dire que tout ça est tellement lié qu'on est en deçà de la séparation des disciplines et autres, et que c'est quelque chose que je voudrais continuer à travailler sous une forme ou une autre, de plus en plus d'ailleurs en collaboration avec des collègues d'autres aires géographiques, d'autres traditions, et surtout d'autres disciplines, ce qui est absolument indispensable.